Bon, du coup, on passe à la deuxième partie de la journée, qui est sur le thème de l'hypnose, du psychonautisme et de la thérapie. Alors moi, je me présente peut-être. Moi, j'interviendrai en fin d'après-midi. Donc, je suis Laurence Rambaud, psychiatre en centre de cancérologie, et je suis aussi formatrice en hypnose. Et là, on va discuter ensemble avec Bruno Bonaz, qui est professeur émérite en gastro-entérologie, ancien coordinateur du DU d'hypnose à Grenoble, et qui s'est beaucoup intéressé à la question des liens entre stress, maladies auto-immunes gastro-entérologiques et puis hypnose. Voilà, donc ça va être le thème de son intervention. Bonjour, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation. Voilà, donc moi je me suis intéressé à cette approche neuro-gastro. Je fais de la neuro-gastro depuis que je suis assistant en 1986, donc ça me rajeunit. Pourquoi ? Parce qu'en pratique gastro-entérologique, je vois beaucoup de patients qui ont des troubles digestifs et avec des troubles qui sont déclenchés par le stress. Donc moi je m'intéresse surtout aux troubles fonctionnels digestifs, le syndrome de l'intestin irritable, anciennement colopathie fonctionnelle, et puis les maladies, les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, Crohn et rectocolite. Et donc j'ai eu la chance, j'ai eu un parcours clinique, scientifique, et j'ai eu la chance de faire un postdoc aux États-Unis, à Los Angeles, dans un centre de neurogastro-entérologie qui est hyper célèbre, avec Yvette Taché, qui est une Française d'ailleurs, qui est quelqu'un de fantastique. It changed my life, comme on dit, et qui a été la dernière stagiaire de Hans Selye, qui était le concepteur du stress, qui était un type formidable. Donc je suis allé travailler là-bas. Et donc, si vous voulez, pour faire une définition simple du stress, parce que c'est très complexe en fait, donc le stress c'est la réaction de l'organisme à une agression, donc c'est très vague, c'est non spécifique. Dans les stress, on détermine le stress immunologique. Je fais une septicémie, par exemple, un stress immunitaire, un stress psychologique. La douleur est un stress et le stress augmente la douleur. Il y a aussi des stress physiques. En pratique de recherche clinique, typiquement, c'est mettre la main dans de l'eau à 4 degrés. Mais bon, ça c'est un peu spécial. Et puis, le stress, c'est pas forcément négatif. Vous avez le eustress en anglais, eustress, c'est que le stress, ça peut être positif, bien entendu. Et puis vous avez le distress, qui est le stress, le mauvais stress, si vous voulez. Après, évidemment, un stress aigu n'est pas forcément pathologique. Ce qui est pathologique, c'est des stress répétés. Et puis, ça dépend bien entendu de votre état dans lequel vous êtes, de votre âge, du sexe, des phénomènes transgénérationnels, puisque on peut avoir des pathologies qui ont été déclenchées auparavant dans votre famille notamment. Et puis tout ce qui est, je me suis beaucoup intéressé, moi, tout ce qui est les early life traumas, les traumatismes tôt dans l'enfance, l'adolescence. Puisque jusqu'à 18 ans, vous avez des structures du stress qui se développent, l'amygdale dont on parlait, le cortex frontal, l'hippocampe, et vous avez une relation, une connectivité fonctionnelle entre ces trois structures. Et si vous arrive quelque chose à ce moment-là, eh bien, vous avez une rupture de cette connectivité fonctionnelle, et en général, c'est l'amygdale qui l'emporte, le centre des émotions, qui va entraîner des anomalies du système nerveux autonome, de l'axe corticotrope, de l'axe hypothalamus, hypophyse, glande surrénale, qui fait que plus tard, je peux déclencher une pathologie. Il y a toute une théorie, stress, anxiété, dépression, inflammation, auto-immunité, cancer, etc. Après, c'est pas parce que, moi je dis toujours à mes patients, c'est pas parce que j'ai été battu, j'ai été abusé, etc., que forcément je vais développer une pathologie. Ça dépend comment moi j'ai résilié. Vous avez des théories, des pratiques de résiliation, de coping. To cope, c'est faire avec, je dirais. Il y a des copings positifs, orientés sur la réaction, et des copings négatifs comme des copings orientés sur les émotions. Et le soutien social aussi est important. C'est sûr que si vous n'avez pas de soutien social et que vous avez une pathologie, que vous êtes avec un cancer, etc., c'est pas l'idéal.
Ensuite, quand on parle de stress, on parle du système CRF-ergique, CRF, corticotrophine releasing factor, neuromédiateur du stress. C'est-à-dire que le stress agit par l'intermédiaire de neuromédiateurs comme le CRF et puis les cousins attachés, urocortinin 2, 3, qui vont agir sur des récepteurs CRF1, CRF2. Ces récepteurs, on connaît très bien leur distribution au niveau du système nerveux central, mais vous en avez au niveau de la peau, au niveau des poumons et au niveau du tube digestif. Alors l'effet du stress sur le tube digestif, pour ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, on sait très bien comment ça marche, on connaît très bien les effets chez l'animal, moi j'ai beaucoup travaillé chez le rat notamment, mais chez l'homme, c'est-à-dire que ça a été surtout étudié au niveau de l'estomac et du côlon. Donc le stress, ça inhibe la vidange de l'estomac. Vous savez, quand vous dites, tu sais ce que tu m'as dit, là, ça me reste l'estomac. C'est exactement ça. Le stress, ça peut vous faire vomir au pire, quoi, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'il y a un récepteur numéro 2, CRF2, dans l'estomac. Quand il est activé, il inhibe la vidange de l'estomac. Au niveau du côlon, le stress stimule la motricité du côlon, typiquement, et le fait sécréter. Donc le stress, ça donne typiquement la diarrhée, mais ça peut constiper aussi. Typiquement, ça donne de la diarrhée. Le stress, ça augmente la perméabilité intestinale. C'est-à-dire que l'intestin est plus poreux. Ça modifie le microbiote, c'est-à-dire ça le parasite, je dirais, ça le rend négatif, si on peut parler comme ça. Ça baisse le seuil de sensibilité à la douleur. C'est-à-dire quand vous êtes stressé, vous avez la boule au ventre, notamment. Et puis, ça modifie l'immunité. Voilà. Donc cet aspect stress et tube digestif, ça se retrouve dans les troubles fonctionnels digestifs. Fonctionnels pourquoi ? Parce qu'on ne trouve pas de cause. Vous voyez. Alors les gens, ils ont des douleurs, de la diarrhée, des ballonnements, des gaz, et on leur dit, c'est dans la tête, je peux rien pour vous. Ou on fait un bilan endoscopique, on trouve rien, on leur dit voilà, il n'y a rien de grave. Mais ça, évidemment, les gens n'apprécient pas. Et alors maintenant, on dit c'est des anomalies des relations entre le cerveau et le tube digestif. Donc vous voyez un peu la complexité, ce qui fait que vous n'avez vraiment aucun médicament, je ne crois pas aux médicaments dans les troubles fonctionnels, dans la colopathie notamment, parce que c'est tellement complexe que le labo qui trouvera un médicament hyper efficace, il fera fortune, parce que c'est 10 à 20% de la population. Les Mickey, c'est 1 à 2%. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette approche sur l'hypnose notamment, parce que les thérapies complémentaires sont efficaces dans les troubles fonctionnels. On a moins de données dans les maladies inflammatoires, nous on s'y est intéressé, notamment les TCC, les thérapies comportementales cognitives, l'hypnose qui ont été validées par la Société américaine de gastro. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, finalement, mes patients, je crois pas aux médicaments, ça marche pas. Tous les gens que je vois, ils ont tout essayé et il n'y a rien qui marche. Et je me suis intéressé à l'hypnose en 2005. Donc je me suis formé avec quelqu'un qui est formidable, je trouve, qui est Varma, qui est un psychologue d'origine indienne, qui a cette culture. Et donc, à l'époque, les gens me regardaient un peu bizarrement parce qu'un prof qui se forme à l'hypnose, on me prenait pour un barge un peu. Et puis, oui, vous savez, on vous étiquette facilement. Le milieu médical, c'est pas forcément un milieu ouvert. Et donc, je me suis formé comme ça. Et puis, il me dit, il faut que tu démarres. Donc, en fait, pourquoi je me suis intéressé à l'hypnose ? Parce que ça a été publié par un gastro anglais qui s'appelle Peter Warwell, qui a montré que l'hypnose améliorait les troubles fonctionnels digestifs, la colopathie, le syndrome de l'intestin irritable. Un intestin irritable par le stress notamment. Donc en fait, l'hypnose, ça va être détaillé, c'est vous qui allez détailler tout à l'heure, mais c'est un état modifié de conscience, un état de suggestibilité, où je suis suggestible à des mots, à des paroles qu'on va me donner, si vous voulez, dans un état où je suis relaxé, etc. Et donc lui, il montrait, alors lui, c'était une hypnose orientée sur le tube digestif. Induction de l'hypnose, approfondissement, renforcement du moi, c'est très important, moi j'insiste toujours là-dessus, parce que souvent ce sont des patients qui n'ont pas confiance en eux, pour peu qu'ils aient eu des traumas, on leur a dit je t'aime pas, je te veux pas, t'es nul, t'es con, etc. Vous voyez, c'est souvent des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc le but, ce sont des textes qu'on lit, qui sont tout bêtes, c'est du genre il fait beau parce qu'il y a du soleil, mais en état d'hypnose, ça va vous rentrer plus facilement dans le cerveau, comme je dis à mes patients. Et ensuite, vous avez
Classiquement, il leur disait, bah voilà, vous êtes bien détendu, bien relaxé, blablabla. Enfin, je pense que vous en parlerez plus que moi. Et vous posez votre main, la partie supérieure de votre abdomen, et il y a une chaleur qui naît sous votre main, elle est agréable, etc. Vous voyez, et elle diffuse à tout votre abdomen. Et cette chaleur que vous ressentez maintenant, elle signifie que votre appareil digestif s'organise pour un très bon fonctionnement, etc., etc. Concentrez-vous sur cette chaleur qui veut dire que vous allez bien, quoi. Ensuite, souvent, c'était une image, on marche à la campagne, c'est une belle journée, les oiseaux chantent, les odeurs, une petite brise, etc. Et le long de ce chemin où vous marchez, il y a une rivière qui est là, le long de ce chemin. Et cette rivière, elle est tout comme vous en ce moment, elle est calme, paisible, tranquille. Alors, on demande aux gens de regarder l'eau, on peut faire sauter une truite, il y a des... Vous voyez, bon, voilà, il s'identifie à ça. Donc, concentrez-vous sur cette rivière qui signifie que tout se passe bien chez vous. Et ensuite, on leur donne des suggestions post-hypnotiques, des suggestions qui vont continuer à avoir un effet une fois qu'ils seront réveillés. Puis après, on fait la synthèse, on compte jusqu'à 5, etc. À 5, vous ouvrez vos yeux, etc. Et puis on leur demande, on revoit un petit peu toutes les étapes, comment ils ont perçu la chaleur, la rivière, le texte que je vous ai lu, est-ce qu'il vous plaisait, etc. Donc Peter Wurwell, il fait une séance par semaine pendant 12 semaines. Et il prend des femmes colopathes, parce que c'est plus fréquent chez la femme, plutôt diarrhéique. Ça marche mieux dans la diarrhée que dans la constipation. Et il montre qu'il baisse la douleur, il diminue la diarrhée, il diminue le ballonnement, qui est un symptôme qui est très embêtant, et il améliore la qualité de vie, parce que la qualité de vie des gens qui ont une colopathie, un S2I, un syndrome d'intestin irritable, elle est aussi mauvaise que le cardiaque, que le diabétique. Voilà. Donc au départ, ils font 12 séances, et ils montrent que ça baisse le seuil de sensibilité à la distension d'un ballonnet qu'on met dans le rectum, notamment, puisque c'est comme ça qu'on sait que l'hypnose peut agir sur la douleur, notamment. Ouais. Voilà. Alors après, moi, je me suis formé comme ça, mais la chose qui me manquait, c'était ce côté, ces séances que je trouvais un peu bateau au bout d'un moment. Enfin bon. Et donc, j'ai surtout pratiqué de l'hypnoanalyse, parce que j'avais été formé par Varma, c'est-à-dire aller rechercher le pourquoi du comment. Parce que, comme je dis toujours aux étudiants en médecine, on est tous pathos, certains plus que d'autres et certains beaucoup plus que d'autres. Je pense qu'on a tous un jardin caché, des événements non terminés du passé qui me perturbent encore. Et en fait, moi, dans mes patients, j'ai énormément de gens qui ont des traumas, perte d'un être cher, séparation des parents, parents toxiques, non aimants, traumatisme physique, sexuel, la guerre, la pauvreté, on ne mangeait pas à notre faim, la criminologie. Voilà, c'est toujours ce que je recherche. Donc le but après, c'est de travailler là-dessus en hypnoanalyse. Bon, j'ai pas le temps de détailler parce que c'est des techniques un peu complexes, mais c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que l'hypnose, ça apporte toujours quelque chose, je trouve, à des degrés différents. En moyenne, dans les études, c'est efficace dans le syndrome d'intestin irritable chez 2 tiers des patients. Mais l'hypnose telle que le fait Wurwell, je trouve que ça manque, il manque quelque chose. Je trouve que c'est intéressant de faire de l'hypnoanalyse. Parce que le patient, c'est son thérapeute. Nous, on est là pour l'aider, en fait. Voilà. Donc, on a fait... Moi, j'ai fait beaucoup d'hypnose chez des gens qui avaient un syndrome d'intestin irritable. Et puis, on a fait une étude de recherche clinique dans les Mickey. On a pris des gens des patients qui avaient une maladie de Crohn en rémission, où on faisait 9 séances d'hypnose, je crois. On était 3. Il y avait Irène, Sonia Pellissier, qui est maître de conf à Chambéry, et on leur faisait des séances type Wurwell, parce que c'était des séances d'hypnose de groupe. On ne peut pas faire de l'hypnoanalyse en groupe, quoi. Ça peut être embêtant. Et on a montré quand même que cette étude, on ne l'a pas encore publiée, on a encore pas mal de choses à faire, à analyser. C'est que les gens... c'était intéressant parce qu'à la fin des séances, les gens ne se connaissaient pas au départ, vous voyez. Et à la fin des séances, les gens discutaient entre eux, ou quand on leur disait, voilà, c'est fini, l'étude est finie, ils nous disaient, ah bon, ça continue pas, etc., etc. Et les gens avaient une meilleure qualité de vie, avaient plus confiance en eux, prenaient certaines décisions dans leur vie, d'ailleurs, pour certains patients. Ouais, ça apporte toujours quelque chose d'intéressant. Moi, je trouve que c'est assez passionnant. Par contre, c'est time consuming, c'est-à-dire que ça consomme du temps. Et donc, moi, à un moment donné, j'aurais pu faire que ça, et j'avais énormément de patients qui m'étaient adressés.
Voilà. Alors après, on peut faire de l'hypnose de groupe parce qu'on gagne du temps. On peut faire de l'hypnose par Skype au moment de la Covid, etc. Voilà. Alors tout à l'heure, tu parlais de la montre là. Ce qui est intéressant, c'est que votre cerveau et votre tube digestif, ils sont en lien via le système nerveux autonome, qui est le système sympathique, le stress, et parasympathique, le fameux nerf vague, vous savez. C'est-à-dire quand vous êtes stressé, vous stimulez le système sympathique, vous inhibez le nerf vague, et ensuite le nerf vague, c'est le nerf récupérateur au stress, il rééquilibre. Le problème, c'est que si je suis toujours en hypotonie vagale, ben c'est pas bon. Et donc toutes les techniques de relaxation, sophro, tai chi, qigong, hypnose, yoga, etc., stimulent le nerf vague. Le but, c'est de rétablir un nerf vague qui est efficace. Le nerf vague, il est anti-inflammatoire, antidépresseur, anti-épileptique, anti-nociceptif. Je dis que c'est Castorama, moi, le nerf vague. Dans l'obésité, probablement que votre cerveau ne perçoit pas, via le nerf vague qui informe votre cerveau, que votre estomac est plein. Donc il y a des gens qui font de la neurostimulation vagale, qui m'intéresse beaucoup, moi, à visée anti-obésité. Ça a été étudié chez les porcs, qui sont les modèles qui ressemblent le plus aux humains, on va dire, et chez l'homme. Voilà. Donc la variabilité cardiaque, ça peut s'enregistrer via une montre, par exemple, et ça peut vous donner une idée. Quand vous inspirez, vous stimulez le système sympathique, et quand vous soufflez, vous stimulez le parasympathique. Donc toutes ces techniques, dans toutes les techniques de thérapie complémentaire, il y a de la respiration, bien entendu. Le but, c'est comme la cohérence cardiaque, vous avez des applications, Respire Relax, Hawk, etc. Moi, je recommande toujours ça à mes patients. Le but, c'est d'aller, quand vous faites de la méditation et tout, vous stimulez le nerf vague. C'est pour ça que j'étais intéressé tout à l'heure par l'imagerie cérébrale. Je pense que ça apporte quelque chose, bien entendu. Voilà pour vous dire un peu, je ne sais pas si j'étais exhaustif, je ne pense pas, mais un peu mon approche. Et c'est passionnant, les gens sont très ouverts aux thérapies complémentaires, plus que les médecins. Mais bon, ça change quand même. Ça change, puisqu'avec le DU d'hypnose, on a quand même de plus en plus de médecins, d'internes, etc., qui sortent. Mais ça, c'est hyper... On devrait avoir dans notre cursus médical une formation aux thérapies complémentaires. Pour moi, c'est évident. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. On va passer tout de suite à Sandrine Chapon et puis on fera un temps, comme tout à l'heure, un temps global pour les questions à la fin. Alors, Sandrine Chapon, qui est formatrice en hypnose, qui a été formée au DU Développer la santé mentale et relationnelle, qui est aussi formée à la transcognitive auto-induite par Corinne Sombrin. Et là, l'intervention d'aujourd'hui, ça va être sur l'hypnose comme voie d'accès aux ressources de l'inconscient. Et il y aura une petite expérience à la fin de l'intervention. Voilà. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci Bruno pour tous ces apports sur les bienfaits de l'hypnose en thérapie. Pour être complémentaire avec la proposition de Bruno, je vais vous parler, moi, plutôt de la face des ressources, l'accès aux ressources de l'être humain. J'ai distribué à certaines d'entre vous, il y en a d'autres qui sont mis là, une petite image. Alors je prie de m'excuser auprès des photographes parce que la visée n'est pas du tout esthétique, ça ne fait pas partie de mes compétences de savoir prendre des belles photos. Mais voilà, donc si vous pouvez vous la partager. C'est l'image d'un ficus qui était amené à vivre sa vie dans un pot et qui en a décidé autrement, qui a décidé qu'il avait beaucoup plus de ressources que ça. Et quand j'ai croisé cette plante en Indonésie il y a une vingtaine d'années, j'étais absolument bluffée par les capacités insoupçonnées de cette petite plante à pouvoir prendre le large. Et pour moi, elle symbolise, puisque, comme on l'a déjà vu à plusieurs endroits, les ressources de l'inconscient. L'inconscient, on y a accès par des images, des ressources, des métaphores. Et pour moi, ça, c'est vraiment la métaphore des ressources de l'inconscient.
Alors, Bruno nous a présenté le cadre thérapeutique. Moi, je vais vous présenter plutôt le cadre de développement personnel, les bienfaits de l'hypnose dans le cadre du développement personnel, ou aussi dans le cadre artistique ou dans le cadre sportif. Tout ce que ça peut permettre, en fait, la possibilité d'explorer des capacités latentes, des capacités qu'on n'imagine même pas avoir, qui sont souvent inaccessibles à l'état de veille. Inaccessible parce que nous avons, alors selon la culture et la pratique qu'on a, il y en a qui l'appellent le moi observateur, c'est plutôt ce qu'on utilise comme terme en TCAI. En hypnose classiqueéricksonienne, on appelle ça le facteur critique. En tout cas, quelque chose qui nous empêche d'avoir accès un petit peu, si je prends une métaphore, comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Voilà, qui voudrait nous empêcher d'avoir accès à tout ce qui peut se passer dans la boîte de nuit. Voilà. Et donc l'hypnose, l'accompagnement en hypnose va servir à faire regarder le videur ailleurs pour pouvoir rentrer et puis pouvoir aider les personnes à accéder à leurs ressources. Freud considérait l'inconscient plutôt comme un milieu où les désirs sont refoulés, les traumatismes, etc. Milton Erickson, le père de l'hypnose qui est la plus pratiquée en Occident maintenant, il voyait au contraire, il y voyait ça et aussi un immense réservoir de ressources, de solutions, une espèce d'intelligence adaptative qui permet de générer des changements positifs. Dans l'état de veille, on peut avoir l'impression qu'on a des blocages cognitifs, des blocages émotionnels, des blocages comportementaux. Et l'état d'hypnose permet l'accès à ces solutions qui sont plus intuitives, ces ressources qui sont naturelles, et des ressources de résilience qui permettent d'avoir ce que Corinne Sombrin appelle l'intelligence perceptive, qui permettent d'avoir accès à beaucoup plus d'informations sur nous. Alors, je vais faire un petit détour sur qu'est-ce que l'hypnose, et je ne peux pas répondre à cette question. Pour Milton Erickson, tout est hypnose. Donc il y a des états très 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 profonds où quand on accompagne les gens, la personne elle peut être complètement comme ça, d'avoir l'impression de ne plus pouvoir bouger. C'est un continuum entre l'état de veille et l'état de conscience élargie. Donc on peut aller très 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 loin, mais on peut aussi, grâce à la conversation, ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, avoir accès aux ressources de l'inconscient, ce qui se pratique par exemple dans ceux et celles qui pratiquent une technique qui s'appelle l'approche centrée solution, qui est une conversation hypnotique qui permet d'avoir accès aux ressources que la personne n'imagine même pas qu'elle a mises en place pour pouvoir répondre à ses problèmes de manière complètement naturelle. Et d'ailleurs, Milton Erickson, on lui posait souvent la question, les patients qui venaient le voir, il a été très célèbre à un moment, donc les gens faisaient des centaines de kilomètres pour avoir des séances d'hypnose avec lui, et souvent sortaient en disant « Docteur, quand est-ce qu'on commence une séance d'hypnose ?» Et il disait vous allez déjà regarder à quel point vous vous sentez mieux, et puis si jamais, vous reviendrez. D'accord ? Donc l'hypnose, ça peut être une hypnose très formelle, où on va dire, comme je vais vous proposer tout à l'heure, que vous allez pouvoir fermer les yeux et puis rentrer à l'intérieur de vous, dans cet état de bien-être, etc. Ou ça peut se faire vraiment au détour d'une conversation qui va permettre comme ça, de manière complètement légère, de pouvoir que ce gardien, ce moi critique-là, qui va pouvoir s'endormir un petit peu pour pouvoir avoir accès à ce trésor qui est à l'intérieur de nous. Ok ? Qu'est-ce que ça permet ? Bruno, on a établi déjà quelques phénomènes, mais ça permet, grâce aux métaphores, par exemple. Pardon, je fais une petite parenthèse. Les enfants ont accès à cet état la moitié de leur vie. Quand ils jouent, quand on leur raconte des histoires, ils sont en état d'hypnose qui leur permet d'avoir accès à leurs ressources. Okay ? Je ferme la parenthèse. Je voulais bien penser à vous le dire. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? Une diminution de l'activité critique, du mental rationnel,
une focalisation beaucoup plus accrue, c'est ce que nous a proposé tout à l'heure Anne, une focalisation sur le bord de notre nez, sur un endroit à l'intérieur du corps, qui permet l'accès à l'imaginaire, qui permet l'accès à des sensations internes, et puis, comme l'a dit Bruno, une réceptivité accrue aux suggestions qui sont bienveillantes et qui vont permettre d'accompagner la personne pour faire émerger qu'il y a plus que nos comportements déficients, nos émotions qui nous plombent, etc. Et accès à avoir beaucoup plus d'informations aussi. Des formations inconscientes, mais aussi, comme vous posiez la question tout à l'heure par rapport à l'inconscient collectif, accès à des informations transgénérationnelles, etc. En quoi est-ce que, puisque Bruno s'est occupé de la partie hypnose et pathologie, aide à la pathologie, en quoi est-ce que ça peut aussi permettre d'autre côté d'accès aux ressources? Eh bien, on peut tout simplement avoir accès aux souvenirs positifs. Nous, les êtres humains, nous sommes plombés par un phénomène qui s'appelle le biais de négativité. Ça nous sauve la vie parce que nous avons besoin, c'est un mécanisme de survie qui nous permet de nous rappeler vraiment de manière très précise tout ce qui s'est mal passé dans notre vie pour pouvoir mieux réagir au cas où ça se produit de nouveau, mais qu'il y a une tendance à nous plomber nos journées, c'est-à-dire que je peux avoir passé une super belle journée, il y aura 10 minutes qui se seront mal passées, et ça va colorer négativement toute mon impression de la journée. C'est ça le biais de négativité, si je résume un petit peu. L'hypnose peut permettre d'avoir accès à, se faire un recadrage positif pour avoir accès aux bons souvenirs, aux bons moments, à ce que j'ai pu côtoyer, vivre et contacter. Ça permet une modification des croyances limitantes aussi. Je crois que je ne suis pas capable d'eux, mais grâce à un dialogue hypnotique, on va se rendre compte que finalement, j'ai vraiment réussi à contourner cette difficulté. Je m'étais même pas rendu compte que que j'avais eu des ressources de résilience. Et puis ça permet d'accéder à des solutions créatives. Les artistes l'utilisent beaucoup. On crée en état de conscience élargie. Quand le moi critique il nous fout un petit peu la paix et que ça permet de pouvoir vivre des choses qui sont beaucoup plus justes d'un point de vue de la création. Ça permet aussi pour les sportifs, c'est utilisé. Alors les coachs sportifs, les préparateurs mentaux ne appellent pas ça hypnose, mais ils appellent ça imagerie mentale, de se projeter dans un geste parfait pour les tennisman par exemple, ou toute autre chose, maximiser leur potentiel. Donc c'est très utilisé, imagerie mentale. En thérapie, Bruno en a déjà parlé, donc douleurs chroniques, etc. Voilà. Et puis, si je reviens un peu sur les artistes, c'est ce que Csikszentmihalyi, le psychiatre américain, appelait l'état de flow. C'est-à-dire, et c'est vraiment l'état de flow, il n'a pas été décrit comme un état d'hypnose, mais si on regarde la phénoménologie de l'hypnose, qui fait qu'on a une perte du rapport, du sens de l'espace et du temps, quand on est en état de flow et que ça fait 8 heures qu'on crée, etc., et qu'on n'a ni mangé, ni vu passer l'heure, c'est vraiment un état de conscience élargie dans lequel il peut se passer des choses absolument incroyables. Voilà. Ça peut être utilisé aussi pour contacter ses ressources de mémoire. Il y a des écoles de langue par exemple, qui proposent d'accompagner en hypnose pour qu'une fois que la personne elle a accès à cet état de détente du corps et d'hyper-réceptivité de l'inconscient, de pouvoir donner un maximum d'informations. C'est un état où on mémorise extrêmement bien. D'accord, donc on peut apprendre plein de vocabulaire, d'accord, plein de structures grammaticales pour ceux qui font des langues. C'est utilisé essentiellement par les profs de langue, enfin les écoles de langue. Voilà, il y en a qui utilisent pour améliorer leur concentration en période d'examen. Ça permet tout ça. Donc c'est un outil qui permet l'auto-transformation. Une séance d'hypnose.
Elle sert, donc quand on accompagne quelqu'un, comme peut le faire Bruno, comme je peux le faire en cabinet, elle ne sert qu'à créer le contexte favorable pour que la personne ait accès aux ressources de son inconscient. Et donc l'hypnose, elle est très protectrice des besoins psychologiques fondamentaux qui sont le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin de lien social. Dans la séance, le lien il est créé avec la personne qui accompagne, mais ça permet d'accéder à ses propres ressources. Et donc ça protège ses besoins psychologiques fondamentaux. Voilà. À quoi ressemble, puisque notre inconscient communique avec nous par des métaphores, c'est éminemment... les expériences sont très différentes d'une personne à l'autre en fonction de notre culture. Les ressources, elles peuvent être des ressources internes. Comme l'a décrit Bruno, ça peut être une ressource aussi, par exemple, bien-être. Je vais me retrouver ce qu'on appelle le safe place de manière très classique en hypnose. Je vais plonger la personne dans un endroit où elle va se sentir bien, etc. Et ça va être très dépendant de notre propre expérience. Est-ce que mon cerveau va construire une image qui est faite à partir de mon vécu personnel, des images que j'ai vues, etc. Nos ressources, on peut les avoir à partir de les chercher à l'intérieur de soi, mais aussi convoquer des alliés, par exemple. Donc, dans notre culture occidentale, on va appeler ça plutôt des alliés. Dans les peuples primitifs, appellent ça les esprits, qui viennent leur apporter et des informations et de la puissance, du courage, de la force. Ah oui, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose. On observe dans les états d'hypnose, il y a des études qui sont faites en transcognitive auto-induite sur une démultiplication de la force physique dans les états de conscience élargie. D'accord ? Voilà. Donc comment est-ce qu'on accède à ça ? Est-ce que d'un seul coup, je me transforme en l'ours qui va me permettre de contacter une force absolument incroyable ? Ou est-ce que ça va être un allié qui va me donner un coup de main ? Ou comme c'est les enfants, comme le font les enfants, à travers leurs super-héros qui leur permettent de vivre, qui leur permettent d'accéder à ces ressources. Voilà. Je crois que j'en ai fini avec tout ce que j'avais envie de vous communiquer. Temps pour des questions ? Merci. Pour Bruno et moi. Bonjour, donc je voulais savoir, moi, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui arrivent à rentrer dans l'hypnose et d'autres non, comme moi. Voilà. Alors, tout le monde peut avoir accès aux états de conscience élargis. Après, c'est peut-être une façon d'être... pour moi, c'est une croyance limitante d'imaginer que vous n'avez pas accès à ça parce que, de manière complètement naturelle, tous les 90 minutes de notre vie, nous décrochons quelques secondes, quelques minutes si on a le loisir de pouvoir le faire, mais c'est ce qu'on va traduire dans le langage populaire par bâiller aux corneilles, rêvasser, être dans les nuages, et reviens ici, c'est important ce que je suis en train de te raconter. Nous faisons ça tout le temps. Quand on est en train de conduire et que la route est très très longue et linéaire et qu'on va partir, plein de pensées, et puis se dire ah ouais, j'ai pas vu le temps passer. Je suis tout à fait capable de conduire. S'il y a un obstacle sur la route, je vais pouvoir réagir. Mais je suis complètement ailleurs en étant tout à fait là. D'accord ? Donc tout le monde peut avoir accès à ces états. Après, il y en a qui ont des facilités à pouvoir aller immédiatement, rentrer très facilement, et d'autres pour lesquels le chemin est un petit peu plus sinueux. Et c'est peut-être la façon d'être accompagné, puisqu'il y a pléthore de techniques d'hypnose et donc qui correspondent, et donc il y en a forcément une qui vous correspond. Peut-être que ça sera l'approche centrée solution, très douce, dans cette conversation qui s'élaborera avec la personne qui pourra vous accompagner, par opposition à quelque chose d'un petit peu plus formel, pour lesquels vous auriez, pour l'instant, des difficultés à rentrer. Voilà. Toutes les techniques ne sont pas applicables à... Il y a des patients, vous, peut-être que vous ne lâchez pas prise, notamment. Enfin, voilà. Après, ça dépend aussi de la personne qui vous fait l'hypnose. C'est important de vous expliquer ce que c'est que l'hypnose. Il faut qu'il y ait que ce soit bidirectionnel, quoi, comme les relations cerveau-tube digestif, quoi.
Moi, je me rappelle une fois, j'avais 2 patientes. Une patiente qui était très ouverte à ces techniques. Je me suis dit, ça va être comme dans du beurre, hein, comme on dit. Et puis l'autre, je la sentais à l'inverse. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Après, alors moi, des fois, je dis aux gens, soit vous n'êtes pas réceptifs, soit c'est moi qui ne suis pas bon, soit c'est tous les deux. Ouais. Mais si vous voyez 10 hypnothérapeutes, il n'y en a peut-être qu'avec un que ça marchera. Donc c'est important que vous soyez préparé à l'hypnose déjà. C'est-à-dire que moi, je ne prenais jamais quelqu'un que je n'avais pas vu, par exemple, avant. Oui. Parce que les gens appelaient en disant est-ce que M. Bonaz, il peut me faire. Donc je pense que c'est important de voir les gens, qui est ce patient qui est en face de moi, qui suis-je, etc., où vais-je. Et oui, c'est hyper important. Et si vous n'avez pas confiance en la personne, ça dépend de votre état, si vous êtes stressé, comment vous êtes au moment où vous faites la séance. C'est hyper complexe, en fait. À part Erickson qui serrait la main et vous partiez en hypnose, mais bon. Bonjour. J'avais Bonjour. 2 questions. La première, c'est concernant l'hypnose humaniste, comment vous la placez par rapport aux différentes pratiques d'hypnose? Et l'autre question, c'était plutôt sur les problématiques digestives. Tout à l'heure, vous avez parlé de certaines personnes qui avaient la maladie de Crohn, mais en rémission. Est-ce que ça peut fonctionner pour les gens qui sont atteints de cette maladie, mais qui ne sont pas forcément en rémission? Alors, pour répondre à la deuxième, en fait, il y a... Attendez, finissez votre question, la deuxième. C'est, est-ce que ça marche en poussée, c'est ça que vous voulez dire? S'ils ne sont pas en rémission, oui. Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, bon, il y a beaucoup plus de publications dans le syndrome d'intestin irritable, la colopathie fonctionnelle, hein, c'est plus connu sous ce terme-là, le S2I, c'est un intestin irritable par le stress, l'alimentation, etc. Dans les MICI, dans les maladies inflammatoires, il y a très peu de données. Il y a eu des données ponctuelles du genre, j'ai pris 3 patients qui avaient une maladie. Et donc, il y a une des premières études, c'était dans la rectocolite hémorragique, hein, c'est une maladie inflammatoire où la muqueuse pleure le sang, ça saigne, si vous voulez, c'est comme si je donnais un coup de bistouri. Et ils ont pris des patients qui étaient en poussée modérée, et ils montraient que des séances d'hypnose pouvaient les améliorer. Après, c'est toujours un peu gênant d'aller faire une étude d'hypnose chez des gens en poussée, parce que si jamais vous les aggravez, c'est au niveau éthique, c'est pour ça que nous on avait pris des gens en rémission, parce que c'est un peu délicat. Les comités d'éthique, à l'époque, moi j'en faisais partie, mais étaient un peu réticents sur ce type d'approche, quoi, si vous voulez. Mais ça apporte quelque chose. C'est que je reste persuadé que ça peut améliorer une poussée. Ouais. Et dans la rémission clinique, il y avait une étude qui avait montré avant la nôtre que si vous prenez des gens qui ont une rectocolite hémorragique, pas une maladie de Crohn comme qu'on a prise, les gens restaient plus longtemps en rémission, sous traitement notamment, que ceux qui n'avaient pas eu de l'hypnose et qui n'avaient que les médicaments. Ouais. Donc je reste persuadé que l'hypnose, ça fait partie du traitement de ces patients aussi. Par rapport à l'hypnose humaniste, alors je ne suis pas une spécialiste de tous les types d'hypnose, hein, donc je vais répondre uniquement à partir de ma petite connaissance. L'hypnose humaniste est une ouverture vers d'autres cultures. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai utilisé un mot tout à fait non désirable quand j'ai parlé c'est les peuples premiers. Ils ont des pratiques qui leur permettent de se connecter à la nature, d'avoir des informations de la nature. Donc ce type d'hypnose est venu élargir une conception très occidentale de ce qui était possible de faire dans le champ de l'inconscient pour pouvoir intégrer tout un tas d'autres cultures et de pratiques et donc de ressources aussi. Voilà. C'est ma compréhension des choses. Mais après, s'il y a des spécialistes de l'hypnose humaniste, je serais ravie d'être dans le contradictoire. Moi, c'était par rapport à un des derniers points que vous avez évoqué, c'est la force physique. Oui. Et je remarquais, alors moi, j'ai pas beaucoup pratiqué l'hypnose. Ça s'est arrêté, je crois, en 3e. Mon prof de maths, il nous faisait faire de l'hypnose. Mes doigts, ils sont restés collés. Ça marchait, mais ça s'est arrêté là. Ok. Et par contre, bon, c'est plutôt lié avec les psychédéliques, mais comment... Enfin, moi, je remarque que ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez l'explication
est-ce que c'est vraiment de l'ordre du psychisme, de la capacité de notre cerveau à, donc, on pourrait dire, sortir des canaux habituels et donc mettre plus d'énergie là où on veut, ou est-ce qu'il y a quand même une explication un peu plus chimique, même si je sais que les deux sont liés et que quelque part, certains diraient qu'on s'en fout. Et, et, et parce que je sais que par exemple avec les psychédéliques, il y a vraiment une augmentation du débit sanguin, donc qui est biologique. Et qui permet du coup peut-être potentiellement d'avoir plus de force ou quoi. Enfin, moi j'ai déjà fait du sport dans ces moments-là et c'est vrai que ça marche très bien. Et je pense aussi qu'il y a une partie psychique qui est non négligeable et qu'effectivement avec entre guillemets, le pouvoir de la volonté, il y a vraiment des choses qui se débloquent. Je veux savoir quel est votre avis là-dessus, quelle est la part d'identité moléculaire et quelle est la part de volonté de l'ordre de... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste des neurosciences, donc je laisserai plutôt ceux qui... Non, d'accord, ok. D'accord, je me débrouille, je suis toute seule. Merci. Donc, on s'en fout. Ce qu'on observe, mais je serais curieuse de savoir s'il y a si on l'explique d'un point de vue physique, mais d'un point de vue d'expérience personnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'hypnose de spectacle dans laquelle on demande à une personne, on lui suggère qu'elle devient une barre de métal et au bout de quelques secondes, on peut la prendre par les épaules et les pieds et la poser sur 2 tréteaux et elle est complètement rigide. Voilà. Je l'ai vécu puisque ça fait partie de ma formation, donc en tant que praticienne et en tant que sujet, c'est complètement différent parce que moi je suis très cartésienne, donc quand on me l'a fait faire, j'ai eu l'impression que j'étais soulevée comme si j'étais une plume. Pendant quelques instants mon ego s'est dit mais qu'est-ce que t'es gainé, ça fait waouh, mais c'est incroyable, la fille, waouh, ça fait 10 ans que t'as pas fait tes abdos et là voilà. Et c'était une expérience vraiment très chouette à vivre, de légèreté et de gainage absolu, de sensation, que j'étais une statue de marbre qu'on pouvait poser comme ça, une statue de marbre légère, déjà c'est un peu barré, mais voilà. Et puis, ils m'ont repris, m'ont remise debout, terminé, voilà. Et puis après, je dis ah non mais moi je veux voir la différence parce que si ça se trouve c'est pas de l'hypnose, c'est du gainage. Et donc le prof nous a dit Vas-y, on l'a refait. Tu regardes les yeux, parce que je pars facilement en transe. Tu gardes les yeux ouverts, tu pars pas en transe. Et vas-y, on va te soulever, on va te mettre. Tu vas serrer le plus fort possible. Voilà. Bon, voilà. Je ne veux pas donner tous les détails parce que c'est enregistré, mais voilà, mon corps faisait un V. Je sentais le truc qui me rentrait dans le dos, c'était épouvantable. Et comme il a voulu me faire vivre l'expérience jusqu'au bout, puisque comme c'était, il fallait que les gens se poussent, que l'hypnotiseur se mette derrière et que le prof se pousse et qu'ils prennent une photo. Donc ça prend 40 secondes, au moins 1 minute. Voilà, ça a été atroce. J'ai cru que je m'écroulais au milieu de tout le monde, voilà. Donc se sont écroulées aussi mes croyances personnelles que j'étais super gainée, voilà. Donc je ne sais pas, en fait, je peux pas répondre. Ça reste chimiquement, ça reste des muscles qui sont contractés de façon parfaite ou très forte, qui fait que ça marche. Et du coup, c'est juste en tout cas, c'est hyper intéressant en tout cas. Je peux pas l'expliquer, c'est forcément des muscles, mais le ressenti est que on ne mobilise absolument aucun muscle pour le faire, voilà. Et puis, dans la TCAI, donc il y a des validations scientifiques là-dessus où les gens font trans et serrent je sais pas comment ça s'appelle, un appareil qui permet de mesurer la force en état ordinaire et en état élargi de conscience et qui montre très, 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 très clairement un accès à des forces beaucoup plus fortes. Mais c'est un mécanisme qui est complètement naturel. Les trans spontanées, quand on a un accident et que d'un seul coup, les gens disent « Oh, je savais pas que j'étais capable de retourner la bagnole pour aller chercher mon gamin qui était en dessous ». C'est une transe spontanée. C'est un mécanisme naturel qu'on va provoquer dans un but de spectacle, si on fait de l'hypnose de spectacle ou autre chose. Voilà. Moi, je transe sur mon vélo, ça me permet de faire passer le temps quand je trouve ça un peu long. Voilà. Et que j'ai le vent de face. C'est un mécanisme naturel qu'on utilise. Voilà. À l'envie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, pardon. À peu près, il a dit.
Moi, j'avais une question rapide sur les études sur l'hypnose. Si l'hypnose, c'est spectral et c'est un état quasiment constant, comment est-ce qu'on fait des groupes contrôle dans les études sur l'hypnose? Est-ce que c'est possible de faire de la fausse hypnose? Parce que l'hypnose, est-ce que c'est pas une forme extrême d'autosuggestion? Voilà. Ouais, c'est une très bonne question, ça. Merci de me l'avoir posé. En fait, par exemple, dans notre étude dans la maladie de Crohn, au départ, on disait, voilà, on va prendre tant de patients, c'était 20 témoins, 20 contrôles et 20 patients en rémission. Après, vous soumettez ça au comité d'éthique et qui peut dire bah non. Et on disait, voilà, le groupe hypnose aura de l'hypnose et le groupe contrôle, il n'aura rien du tout. Voilà. Et puis ils nous ont dit ben non, parce que c'est pas très sympa, les gens, et là-dedans il y a forcément des gens, ce qui était le cas, hein, des gens qui ont envie d'avoir de l'hypnose, quoi. Donc en fait, on a tourné la chose de la façon suivante, c'est-à-dire que c'était un tirage au sort, hein, fait par les statisticiens informaticiens du CHU, et en fait il y a des gens qui étaient tirés soit d'emblée hypnose, soit hypnose secondairement. Donc, qui était dans l'attente d'avoir de l'hypnose. D'ailleurs, ça peut jouer aussi. C'est-à-dire, si je sais que je vais avoir de l'hypnose, on peut penser que je ne suis pas vraiment le contrôle à 100%. Voilà, mais c'est pas évident. Théoriquement, il faut que où il y a aussi des fois des études où les gens écoutent de la musique, n'ont pas de l'hypnose, mais ils sont dans une salle où ils écoutent de la musique ou quelque chose de relaxant, où il y a quand même quelque chose, mais qui n'est pas l'hypnose, quoi. Mais on peut penser que même que ce ne soit pas vraiment un vrai contrôle, quoi. Le contrôle, c'est censé, on ne lui fait rien, quoi. Mais du coup, on ne leur présente pas ça comme de l'hypnose. Si, nous on leur disait, voilà l'étude, vous savez, vous donnez une fiche d'information dans toutes les études de recherche clinique, on leur disait, voilà, blabla, l'hypnose, ça fait ça, les études Worwell, tout ce que j'ai dit, et vous serez tiré au sort, il y aura un tirage au sort, les gens savaient, on informe les gens de ce que va être l'étude. Et il y a des gens qui râlaient ou qui n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient pas l'hypnose tout de suite, notamment. C'était assez amusant, d'ailleurs. Mais ils avaient tous l'hypnose. Mais c'était sur 12 semaines. Hein, et ensuite, ils avaient ceux qui avaient été qui devaient être contrôle, enfin témoins, avaient l'hypnose après. Donc ils avaient forcément l'hypnose, soit d'emblée, soit secondairement. Mais c'est toujours le problème du contrôle. Bonjour, j'ai une question. Dans votre expérience, est-ce que l'hypnose et la transe, est-ce que vous faites une différence ou est-ce qu'au fond c'est pareil et c'est deux approches pour un même phénomène? C'est deux mots différents pour dire la même chose. D'ailleurs, on dit transhypnotique. C'est le mot qui définit l'état trans, qui veut dire traverser, hein, passer le passage. D'accord ? C'est le terme officiel. Transhypnotique. Après, il y a différents niveaux de trans. Après, c'est juste une question de... En général, le mot trans peut faire peur. Parce qu'il y a justement l'association, la représentation que la transe, c'est quelque chose de très spectaculaire, où on ne se contrôle plus, etc. Et donc les gens ne veulent pas forcément vivre ce genre d'expérience. Donc pour les protéger et pour leur permettre d'avoir accès à ces ressources, mais sans leur faire peur, on va plutôt utiliser d'autres termes qui vont respecter leurs croyances. Voilà. Mais le terme officiel, c'est trans. Donc, il y a des trans hypnotiques, trans cognitives auto-induites, tout est trans. Moi, personnellement, j'aime pas ce terme de trans. Je sais pas, je trouve que ça fait... Oui, je vais vous mettre en transe. Enfin, j'aime pas ce terme. Je trouve qu'il faut être simple notamment avec les patients. Même l'hypnose, hein, quand vous parlez d'hypnose à des gens qui ne sont pas sensibles à ça, bah, ils voient l'hypnose de spectacle, je ne sais plus comment il s'appelle là. Alors ils vous disent, oh là là. Et en fait, il faut vraiment démystifier l'hypnose. C'est important. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ou qui savent mal ce que c'est, quoi. Parce que si je pensais à la dame tout à l'heure qui posait la question qu'elle partait pas en hypnose, si on vous explique pas ce que c'est que l'hypnose, qu'on prend pas possession de vous, que c'est pas grave, il y a pas d'effet secondaire, etc. C'est hyper important d'expliquer ça simplement. Et d'où l'intérêt déjà d'avoir un contact avec la personne, le patient, ou si c'est pas un patient,
pour expliquer ce qu'on va faire, etc. Et pas dire, voilà, c'est la première fois qu'on se voit, allez, on démarre une séance d'hypnose. Enfin, en médecine, je trouve que c'est hyper important. C'était pour, je ne peux pas résister à rebondir un petit peu sur des questions qui avaient été posées sur le groupe contrôle et puis aussi la force surhumaine qu'on peut développer. Sur le groupe contrôle, il y a une équipe qui a fait quelque chose de très élégant, qui était de faire effectivement 2 groupes comparatifs, mais dans un, en fait, on faisait la même chose, les séances d'hypnose. Mais dans un premier groupe, on leur disait, ce que vous allez voir, c'est des séances d'hypnose. Et dans le deuxième groupe, on a dit, on va refaire un truc, je ne sais plus quel terme il avait trouvé, mais c'était pas de l'hypnose. Et en fait, ça marche mieux quand on dit que c'est de l'hypnose. C'est-à-dire qu'il y a une charge en représentation en fait, avec l'hypnose qui est très, très, très puissante. Et la deuxième chose sur la force surhumaine, etc. Alors ça a été étudié notamment pour tous les gens qui s'intéressent à la fatigue, notamment la fatigue physique. Et il y a une équipe qui a travaillé sur les gens qui font l'UTMB, vous savez, le Tour du Mont Blanc en courant, là, en faisant des mesures avant et après. Donc des mesures en fait par stimulation magnétique. Donc en gros, on stimule l'activité des muscles, mais artificiellement en délivrant un champ magnétique qui reproduit une contraction musculaire. Et on regarde les paramètres de cette contraction musculaire. Donc les gens à l'arrivée, ils sont évidemment beaucoup plus fatigués qu'au départ. Ils peuvent plus faire 1 mètre, etc., etc. Et lorsqu'on les stimule, on se rend compte qu'en fait, si, ils ont encore un potentiel musculaire qui est tout à fait comparable. Simplement, ils sont fatigués. Quand on est fatigué, eh ben, ça réduit un petit peu l'énergie qu'on va mettre dans le... Donc, encore une fois, c'est le pouvoir de représentation qui est extrêmement puissant, évidemment, et sur lequel on joue beaucoup. Il est clair que pour l'hypnose, il faut que les gens soient ouverts à l'hypnose. Si ça marche mieux, si vous êtes ouvert à l'hypnose, tu dis ouais, l'hypnose, ouais, je sais pas. Enfin, ouais, encore qu'on a des surprises parfois. Mais si vous êtes, enfin moi, le praticien qui m'a formé à l'hypnose, il insistait beaucoup là-dessus. Si vous croyez en quelque chose, c'est comme si vous prenez un médicament et que vous dites bon ouais, je sais pas, ça va me faire quelque chose. Si vous croyez en quelque chose, je pense que ça marche mieux que si vous êtes, enfin dans l'ensemble, parce qu'on voit parfois des réactions paradoxales, mais. Je fais juste un tout petit parallèle pour rebondir sur ce que disait Laurent sur l'hypnose, ça fonctionne, enfin parallèle avec les psychédéliques. L'hypnose, ça fonctionne parce qu'il y a le mot hypnose, beaucoup. Les psychédéliques fonctionnent aussi parce qu'il y a le mot psychédélique. On retrouve énormément cette notion dans les questions de microdosage. Il y a une grosse popularité de l'usage de psychédéliques en toute petite dose. Les études scientifiques les plus probantes sur la notion, sur ces essais de microdosage, en fait, prouvent que, enfin montrent, semblent indiquer, on va dire, que ça fonctionne parce qu'on y croit à ce récit magnifique, voilà, du microdosage. On peut en discuter plus un peu plus tard. C'était juste histoire de rebondir un petit peu là-dessus. On va prendre encore peut-être 1 ou 2 questions max. Ensuite, on enchaîne avec une petite hypnose de groupe, voilà. Et du coup, question, le micro est... Ok. Et on prend juste 2 questions de plus pour pas... Merci beaucoup pour vos interventions. Monsieur Bonaz, en pratique, dans votre quotidien médical, comment est-ce que vous intégrez l'hypnose? Est-ce que c'est un temps très formel? Est-ce que vous le proposez à chaque fois? Ou est-ce que c'est même systématiquement, de façon un peu informelle, à chaque consultation que vous utilisez ces méthodes? Après, il y a notamment, bon, si on revient aux troubles fonctionnels, parce que c'est surtout là-dessus que ça a été étudié, il y a souvent l'hypnose est faite est utilisée en fin de cycle, je dirais. Hein. Les antispasmodiques, etc., les probiotiques, les absorbants des gaz, etc. Maintenant, c'est la mode des neuromodulateurs centraux, puisqu'on dit comme ça. Enfin, moi, je pense que c'est d'en haut que ça part, hein, mais bon. Et puis, après, il y a les thérapies complémentaires. J'aime pas alternatif, parce qu'alternatif, c'est péjoratif pour moi. Et donc, TCC, thérapie comportementale, hypnose, yoga, etc. Après, comme je dis, je chante, je cours, je danse. Parce que quand je fais ça, je suis bien, donc je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Mais il y a des gens qui disent qu'en fait, il faudrait le faire avant. Je reste persuadé. Hein. Les traitements médicamenteux, c'est peanuts hein, dans ces troubles fonctionnels. Voilà. C'est un côté placebo, probablement. Parfois, le placebo est plus efficace que la drogue, d'ailleurs. Mais et après, moi, les gens que je voyais, que je vois encore, j'ai plus le temps de faire d'hypnose, que je suis retraité actif, je consulte, mais j'ai beaucoup moins... Enfin, je ne bosse pas tous les jours, je dirais. Et en fait... c'était des patients qui m'étaient envoyés ou qui venaient me voir parce qu'ils avaient vu mes topos, etc., mais qui étaient en échec de tout. C'était le sommet de la pyramide, quoi. Je voyais les pires, quoi, si je peux parler comme ça. Donc, c'est des patients, j'avais plus que ça. Enfin, il y avait ça à leur proposer.
Après, dans ces troubles-là, vous êtes vite limité, hein, parce que les gens qui viennent vous voir, en général, ils ont essayé le space-fond, le débridal, le météospasmine, pour pas citer des noms de labos, mais et puis ils ont souvent fait de l'ostéopathie, de l'acupuncture, du yoga, etc. Et puis ils viennent vous voir parce qu'ils ont vu ou ils ont appris que vous faisiez de l'hypnose, quoi. Mais c'est des patients très pathologiques entre guillemets, enfin qui ont eu souvent avec des traumas, des choses comme ça. Donc mais probablement qu'il faudrait, moi je pense qu'il faudrait le mettre en. Après, c'est qui aller voir. Pas énormément de médecins qui sont formés à l'hypnose, encore que maintenant, notamment par le DU de Grenoble, mais ailleurs, hein, ça se développe. Et puis ça a un coût quand même, le problème c'est ça. C'est-à-dire que c'est la moindre séance, je crois que c'est 50 ou 60 euros. Moi je trouve que c'est correct quand les gens me disent j'ai payé 100 euros. Alors là, mais les gens commencent parfois, ils disent bah, j'ai fait 2-3 séances et puis voilà, je peux pas continuer. Ouais. Donc c'est à qui les envoyer, parce que vous allez prendre 10 hypnothérapeutes, il n'y en a peut-être qu'un qui sera vraiment... et il y a quand même des charlatans là-dedans, il ne faut pas oublier. Hein. Donc, méfiance, quoi. Dernière question, du coup. Moi, je voulais poser une question par rapport à l'hypnose, c'est la dépendance, surtout au niveau, ça peut être sûr tout ça, mais le tabac aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à guérir leur dépendance grâce à l'hypnose. Moi, j'ai essayé. J'étais hyper motivée, j'avais même acheté les Nicorette et tout en me disant ce sera plus facile après. Et quand je suis sortie de la séance, j'ai acheté un paquet de clopes. Et je voulais savoir comment ça fonctionnait réellement, quoi. J'ai cru que vous me demandiez la dépendance à l'hypnose. Je me suis... Non, la dépendance, pardon, non, tabac, sucre. Je sais que ça peut, voilà, il peut avoir beaucoup, ça peut guérir beaucoup de dépendances, quoi. Alimentaire, tabac ou... Je ne peux pas répondre pour vous parce que je ne vous connais pas. Il y a des échecs, effectivement. L'hypnose est la méthode où il y a le plus de succès parmi toutes les méthodes qui sont utilisées pour accompagner les gens à se libérer du tabac. Statistiquement. Comment ça fonctionne ? D'aller chercher des ressources de courage, de volonté. Il n'y a pas un accompagnement pour l'arrêt du tabac. Il faut apprendre à connaître la personne. Qu'est-ce qui va la faire bouger ? Est-ce que c'est donc actionner les leviers qui vont fonctionner pour la personne ? Il n'y a pas une séance standard qui marche avec tout le monde. Les gens qui vont être, par exemple, terrifiés à l'idée d'être malades, eh ben, on va appuyer là-dessus. C'est pas forcément des séances qui sont très agréables, hein, d'accord ? Parce que, mais des fois, notre pire peur nous fait avoir un meilleur comportement pour nous. D'autres personnes, ça va plutôt être le côté financier. Donc, on va appuyer sur ces leviers-là, etc., etc. On va capitaliser sur déjà les essais précédents, puisque s'il y a eu essai, ça veut dire que la personne, elle a mobilisé des ressources pour que ça tienne quelque temps. Puis bon, après, il y a fait que il y a eu reprise, mais capitaliser sur ces succès. Et de voir comment la personne, elle l'a fait, elle a mis en place. Donc, plutôt un travail en approche centrée solution qui fonctionne très, très, très bien pour l'arrêt du tabac. Il n'y a pas de miracle. C'est une collaboration avec la personne. Ça fait partie des techniques qui marchent le mieux. Voilà. Après, ça dépend de votre motivation. C'est hyper ce que je disais tout à l'heure. Et de la façon dont le thérapeute inculque ce type de motivation en vous-même, quoi. Ouvre vos chakras, quoi. Après, c'est peut-être pas la bonne méthode, quoi. C'est toujours pareil. Ça marche jamais à 100%. Il n'y a rien qui marche à 100% de toute façon. Si je peux juste rajouter quelque chose sur cette question, effectivement, il y a quelque chose de très spécifique. Et en général, quand il y a cette demande d'arrêter un comportement qui ne va pas, effectivement, la partie de toi qui est venue devant le thérapeute avec l'envie d'arrêter, elle était hyper convaincue que ça y est, c'est fini, j'ai acheté mes trucs. Mais souvent, quand on n'arrive pas à changer un comportement, c'est qu'il y a un conflit à l'intérieur
potentiellement avec une autre partie, celle qui, à la sortie de la consultation, a couru s'acheter son paquet. Et du coup, l'idée, une piste, ça peut être d'explorer pourquoi est-ce que cette autre partie qui a besoin de fumer, elle s'est mise en place, c'est quoi son histoire, qu'est-ce que ça permet peut-être toi dans ton écologie, c'est quoi sa fonction, ça sert à quoi la cigarette pour toi, peut-être que c'est une fonction sociale, peut-être que c'est une fonction bien-être que tu peux pas t'apporter avec d'autres choses. Donc c'est parfois, quand il y a comme ça un conflit à l'intérieur, et souvent quand on veut un changement qu'on n'arrive pas à mettre en place, c'est qu'il y a un conflit, ça vaut le coup d'aller regarder c'est quoi qui résiste, pourquoi ça résiste, c'est quoi la fonction de ce qui résiste. Voilà. Et parfois ça prend du temps, parce que parfois c'est très simple, c'est juste un comportement qu'on a appris et il suffit d'apprendre autre chose, et puis parfois ça vient toucher à des questions plus profondes de comment je me suis construit, qu'est-ce que ça vient protéger, enfin, et là quand on touche à l'identité, ça vaut le coup de se donner le temps. Voilà. Parce que là, le terme conflit intérieur, c'est ce que je travaille beaucoup, c'est là d'où l'intérêt des canalismes. C'est pas faire uniquement les étoiles, enfin, je sais plus ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qui êtes-vous, quoi, quel est votre passé, et moi je trouve que l'hypnoanalyse est très puissant là-dedans. C'est peut-être ce que tu dis, quoi, c'est pas un hasard, enfin, le tabac, qu'est-ce que ça représente, etc., quoi. Du coup, on termine sur une expérience collective. Oui, parce que parler d'hypnose alors que c'est éminemment expérientiel, c'est... expérientiel. Voilà, alors je vous propose, voilà, je vois que vous êtes déjà en train de vous installer, donc d'enlever vos pulls ou remettre vos pulls ou d'enlever vos lunettes, tout ce qui vous participera à pouvoir vivre cet état naturel, cet état que vous connaissez déjà. Voilà. Alors dans quelques instants, je vais vous demander de fermer les yeux et puis d'aller voir à l'intérieur de vous. Toute hypnose est auto-hypnose. Et donc, voyez à quel point vous avez envie d'aller plonger à l'intérieur de vous pour aller vivre cet état. Voilà. Alors je vous propose d'ouvrir les yeux, de regarder vers le ciel en prenant un grand inspire et de fermer les yeux sur l'expire. Voilà. Exactement comme ça. Et puis de prendre un grand et bel inspire, les yeux fermés. Et un immense soupir d'aise. Et de sentir votre corps qui se pose, qui se dépose. Voilà. Tous les bruits extérieurs restent à l'extérieur. Ma voix vous accompagne dans ce chemin vers l'intériorité. Sauf tous les bruits qui participent à approfondir cet état de transe hypnotique léger que nous allons vivre, ou peut-être même très profond, je ne sais pas exactement. Ce que vous aurez envie de vivre, ce que vous aurez envie de vous autoriser à vivre. Alors on va pouvoir reprendre un grand et bel inspire ensemble. Et de relâcher. Voilà, et d'écouter ce soupir collectif d'aise. Voilà. Et de laisser votre esprit vagabonder, d'être suivi par ma voix qui vous accompagne. Voilà, dans ces bâillements qui intensifient ce ressenti. Et peut-être que votre ressenti corporel, il est fort différent. Peut-être que certaines se sentent leur corps plus lourd ou complètement léger ou toute autre chose. Voilà. Et puis là, je vous propose d'imaginer pendant quelques instants, d'imaginer un temps, une journée comme aujourd'hui, plutôt au petit matin, au moment où le soleil se lève, donc il fait encore frais. Et vous êtes dans un endroit de nature absolument extraordinaire pour vous. Je ne sais pas exactement à quoi ressemblera cet endroit spécial, rien que pour vous, dans lequel vous vous sentez très très bien. Un endroit magnifique. Un endroit où vous vous sentez en sécurité, vous allez pouvoir aller faire le plein d'énergie. Il est très tôt encore le matin, il fait un petit peu frais. Et je vous propose de regarder là tout ce qu'il y a à regarder. Chaque détail. Les couleurs, les formes. Je ne sais pas si vous prendrez plus de plaisir à observer la nature ou peut-être à écouter
les bruits délicats de la nature ou même la qualité exceptionnelle du silence. Je ne sais pas exactement si vous préférerez explorer cet endroit en vous asseyant là ou en vous promenant, en marchant, peut-être en volant ou toute autre chose qui vous permet d'enrichir cette expérience à votre rythme et à votre convenance. Vous explorez comme vous avez envie, comme c'est agréable pour vous. Peut-être que c'est aussi le ressenti des pas que vous faites si vous êtes en train de marcher ou toute autre chose dans votre corps. Et là, votre regard se pose sur une branche sur laquelle il y a un petit cocon dans lequel vous imaginez qu'il y a une chrysalide, un petit être en devenir. Une chrysalide bien au chaud, bien levée à l'intérieur de son cocon qu'elle a pris soin d'entourer autour d'elle pour être bien à l'intérieur. Et cette petite chrysalide, elle attend le moment parfait. Elle attend le moment où le soleil sera suffisamment haut, où il fera suffisamment chaud, mais pas trop, pour pouvoir, ça sera un appel pour elle, de pouvoir pointer le bout de son nez. Alors à ce moment-là, elle pourra, à sa manière, et vous savez très bien comment elle fait, pouvoir sortir de son cocon. Vous observez tout ça. Vous observez avec curiosité ce cocon qui est en train de s'ouvrir pour révéler un magnifique papillon. Je ne sais pas exactement quelle couleur il sera. Regardez-le s'envoler. Regardez-le rejoindre les autres papillons. Dans le ciel, s'élever, jouer. Je ne sais pas si ce sera plus agréable de voir la couleur de ses ailes, de découvrir quelle couleur est là, ou si c'est de le voir virevolter comme une danse de papillons. Voilà, en légèreté, en liberté, faire l'expérience de la liberté totale, de l'extérieur, de la nature. C'est une journée magnifique pour voler comme un papillon. Voilà. Et vous allez pouvoir ramener toutes ces ressources avec vous, ces ressources de calme ou ce que ça vous a fait vivre, toutes les ressources que ça vous a fait vivre, vous allez les ramener à l'intérieur de vous. Pour revenir dans quelques instants dans un état un petit peu plus ordinaire de conscience, mais en ramenant avec vous ces ressources. J'ai dit calme, mais peut-être que vous, il y a un mot plus particulier qui correspond à votre expérience, à vous, là, de ce que ça vous fait vivre, l'être dans ce lieu-là, à regarder, ou peut-être même être un de ces petits papillons qui fait l'expérience de la liberté totale. Dans cette magnifique journée. Voilà, exactement comme ça. Alors ramenez ça avec vous, qui va continuer à pouvoir vous faire vivre cette ressource le reste de la journée, toute la soirée, et dans les jours qui viennent. Et les jours qui viennent ensuite. Voilà. Alors vous allez pouvoir laisser s'évaporer ce paysage comme une bulle. Tout à l'heure, on a vu des bulles de savon qui, à un moment, éclatent comme ça. Pof! Et gardez ce côté émerveillé du souvenir de la bulle, du souvenir du papillon. Et puis, ramenez votre attention sur votre corps. Vous rappelez de nouveau que vous êtes assis sur une chaise, que vous avez les deux pieds dans le sol, que vous allez pouvoir commencer à mobiliser. Bougez vos pieds, bougez vos mains. Je vais compter jusqu'à 5 pour ressortir agréablement, que tout le monde ressorte à un rythme qui lui convient. Donc 1, vous commencez, vous continuez à bouger un peu les pieds, les mains. 2, vous entendez que ma voix se fait un petit peu plus forte, un petit peu plus précise pour vous aider à revenir dans cet état ordinaire qui est tout à fait agréable à vivre aussi, puisque nous allons poursuivre par un excellent déjeuner. 3, voilà, vous bâillez, vous vous étirez, vous bougez un peu plus votre corps. Voilà, 4, vous continuez tout ça, voilà, en bâillement, en étirant. Et à 5, vous ouvrez les yeux et vous êtes revenus, voilà, dans cette magnifique assemblée. Et je vous remercie pour ce voyage.
Et je vous propose de vous remercier pour ce voyage que vous vous êtes autorisé.